Donc, alors, mon exposé, je vais le subdiviser en plusieurs parties. Donc, la justice prédictive. 2, le terrorisme d'État, qui aujourd'hui prend la forme de ce qu'on pourrait appeler une israélo-formation. Un terme que j'ai inventé, mais je crois que ça correspond bien à la réalité. Je vous expliquerai plus en détail. 3, les 2 visages de Big Brother. C'est-à-dire que l'israélo-formation, enfin le terrorisme d'État qui prend donc la forme de l'israélo-formation, procède avec 2 visages, en fait. C'est-à-dire Big Brother n'est plus un. Il joue avec les masques. Et puis donc pour finir, en fait, le chaos contrôlé, c'est-à-dire en gros qui est un peu le nom de la méthode de ces 2 Big Brother qui travaillent en synergie et en fausse opposition. Puisqu'en fait, ils s'opposent apparemment. Bon. Et donc là, j'irai sur un concept qui est tiré en fait des théoriciens, enfin, qui a été posé par les théoriciens du Pentagone, qui s'appelle le monde VUCA, V-U-C-A. Donc ça, c'est un acronyme. VUCA, ça veut dire volatilité, uncertainty, complexity, et j'ai oublié le A, c'est ambiguity, voilà, c'est ça. Donc en fait, le monde possède ces 4 qualités aujourd'hui, d'après les théoriciens du Pentagone, donc des écoles militaires américaines, et en fait, ils en tirent les conclusions et ils appliquent un certain nombre de choses sur cette base-là. Donc la justice prédictive, tout d'abord. Donc quand on parle de Big Brother, je ne sais pas si tout le monde a lu le roman d'Orwell dans la salle. Alors Big Brother, c'est le nom donné à la figure du pouvoir. Donc la société que George Orwell décrit dans 1984, c'est une société totalitaire et qui repose sur le mensonge permanent. Et aussi l'autosuggestion du mensonge permanent, ça c'est important. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens disent mais vraiment c'est orwellien, ah là là, oui, c'est 1984, c'est Big Brother, parce qu'en fait, en réalité, on vit de plus en plus dans ce type d'univers mental, c'est-à-dire où tout est inversé. C'est-à-dire le vrai, c'est le faux. Les slogans de l'univers de Big Brother, c'est la paix, c'est la guerre, la vérité, c'est le mensonge, etc., etc. Et que cherche Big Brother? Donc, en fait, finalement, il est en quête de toute puissance. Big Brother, dans la culture populaire, c'est passé comme le symbole en fait de l'anéantissement finalement de tout contre-pouvoir et du pouvoir sans partage. Alors, qui dit pouvoir sans partage dit pouvoir sans limite. Le pouvoir sans limite, c'est le pouvoir qui ne rencontre plus de limites, par définition, c'est-à-dire qui ne rencontre plus d'altérité. Donc Big Brother cherche à finalement supprimer toute forme d'altérité. Ça revient à ça. Puisque l'altérité forme une limite, toujours à ma volonté de puissance. Le pouvoir, dans cette perspective, c'est donc la capacité de dire ce qui est, sans rencontrer de résistance. C'est-à-dire, c'est la capacité de dire la vérité sans jamais, enfin de dire la vérité, ce que je dis être la vérité, de dire quelque chose sans jamais rencontrer de contradiction. Cela veut dire la réalité. À partir du moment où une autre réalité vient se confronter à celle que je dis, ma réalité commence à s'effriter. Alors, j'ai appelé ça du reality building, c'est du constructivisme. Ça, j'avais exposé ça l'an dernier, ici même d'ailleurs, à l'AG. Tous les théoriciens aussi des opérations psychologiques de l'armée américaine travaillent sur ce qu'ils appellent la mind war, la guerre à l'esprit. Et ça consiste en fait, non pas, encore une fois, à mentir ponctuellement, à faire de la propagande, mais à définir une réalité complète. Et donc, en ce sens, ils essayent d'occuper la place de Big Brother. Donc, dans cette perspective, la parole du pouvoir, la parole de Big Brother, ne doit rencontrer aucune critique, aucune alternative, aucune limite, et elle doit, dans l'idéal, se suffire à elle-même. Et c'est ce que dit Michael Aquino, par exemple, qui est un théoricien des opérations psychologiques, qui est un militaire américain et qui, par ailleurs, aussi est créateur, fondateur d'une société, d'une organisation sataniste. Oui, comme quoi c'est possible de faire une carrière au sein de l'appareil d'État américain et d'être, par ailleurs, aussi donc, le fondateur notoire d'une secte sataniste. Ça existe. Et qu'est-ce qu'il disait dans son article célèbre de la fin des années 70 ? En gros, la vérité, c'est ce que disent les États-Unis. Voilà.
Et ça, c'est l'esprit Big Brother. Hein. La vérité, c'est ce que je vous dis. Point. Il n'y a pas à chercher autre chose. La vérité, c'est ce que je vous dis. On est donc là dans une quête de suppression définitive de toute forme d'altérité. Hein. Aucun discours ne doit venir nuancer. Hein. Même la nuance est interdite. Et donc c'est qui, en fait, on pourrait dire en sciences, en sciences des systèmes, on appellerait ça une tentative d'en finir avec toute forme d'incertitude. Parce que ce qui pose problème au pouvoir donc dans sa forme, dans sa version Big Brother, c'est l'incertitude. Tout ce qui représente une incertitude met en péril la domination totale et sans partage. Donc la suppression définitive de toute forme d'incertitude se réalise par la résorption du monde dans une parole, qui permet donc l'imposition de l'arbitraire total et le déni de réalité. À partir du moment où votre référence, ça devient ma parole, déjà, premièrement, en fait, je fais ce que je veux de vos cerveaux, et je peux vous enfermer donc dans une sorte de réalité virtuelle. C'est le principe des sectes, des gourous, voilà. C'est-à-dire que la réalité, c'est ce que je vous dis, et c'est tout. Ne cherchez rien en dehors de ce que je vous dis. Ma parole est la seule référence. Donc la parole là devient autoréférentielle. Comment c'est possible un truc pareil ? Justement parce que le langage possède cette potentialité. C'est la fonction performative du langage qui peut créer des nouvelles réalités. Par exemple, quand on se marie, c'est un phénomène purement langagier. On dit, voilà, nous sommes mariés, moi et ma femme, etc. Mais concrètement, il ne s'est rien passé de plus qu'un contrat intellectuel, mental. Comprenez ? Tout est langagier. Voilà, et en fait, donc tout ce qui est performatif repose là-dessus. Alors ensuite, on va vivre ensemble, etc. On va faire des enfants, et puis donc là, le contrat langagier, purement langagier, aura une traduction évidemment dans le réel physique, évidemment. Mais l'acte même en soi du mariage, par exemple, est strictement langagier, purement performatif, et il crée une nouvelle réalité. Et ensuite, donc effectivement, cette réalité langagière aura des effets dans la réalité empirique, extra-langagière. J'espère que je théorise pas, que je suis pas trop, que je jargonne pas trop. Mais bon, c'est un peu le même principe, par exemple, avec le terrorisme. Je veux dire, on va parler de terrorisme islamiste, où on va faire des mises en scène à la télé, puis un jour, il y en a qui vont se dire « Ah bah tiens, finalement, j'ai envie d'être un terroriste islamiste ». Et on va avoir des passages à l'acte. Donc c'est la création du terrorisme, le terrorisme d'État, fonctionne de cette façon-là. D'abord des réalités purement langagières, purement, on pourrait dire, iconographiques dans les médias, puis progressivement ça donne des idées, etc. Et puis on construit comme ça des gens, des individus, des groupes, des organisations, qui en fait se battent pour une cause qui a été créée par leurs ennemis, en réalité, tout simplement. Donc, pour en arriver à ça, à cette parole autoréférentielle, où la vérité, c'est ce que je vous dis, il faut donc supprimer donc la nécessité d'apporter la preuve de ce qu'on dit. À partir du moment où j'arrive à vous faire rentrer dans ce système où la vérité, c'est ce que je vous dis, je n'ai plus besoin d'apporter de preuve de ce que je dis. Voilà, la terre, en quelque sorte, le référentiel, ce sera ce que je dis. Donc pas besoin d'aller chercher autre chose. C'est ce que veut le gouvernement aujourd'hui, c'est ce que veut le pouvoir en Occident, ce que veut Big Brother. Inutile d'aller chercher au-delà de ce que dit Manuel Valls ou de ce que dit Cazeneuve, etc., de ce que disent les médias. Et si vous commencez à chercher au-delà de ce que disent les médias ou de ce que dit le pouvoir, vous êtes conspirationniste. C'est le blâme tout de suite, l'accusation. Donc là, on voit bien le pouvoir essaye vraiment de nous faire rentrer dans une espèce de bulle virtuelle, purement langagière, et qui serait définie à 100% par sa propre volonté, par son propre système à lui. Donc on est comme ça dans un système entièrement bouclé sur lui-même et qui ne doit avoir aucune extériorité. Et dès qu'on commence à chercher une extériorité, on est conspirationniste, voire pire, c'est antisémite ou je ne sais quoi. Donc il faut réhabiliter le droit de la preuve, puisque c'est ça que le pouvoir essaye d'abolir. Puisque le principe de la preuve, en droit ou en science, consiste toujours à faire entrer un réel extérieur dans le débat. Il s'agit d'introduire un coin, en quelque sorte, c'est-à-dire une extériorité objective, et qui sera l'arbitre entre
nos subjectivités. C'est-à-dire que le pouvoir, Big Brother, essaie de tout réduire à l'intersubjectivité. Donc il n'y a que vous et moi. Et bon, si j'étais Big Brother, j'essaierais donc de vous enfermer dans ma parole et de vous faire oublier qu'il y a un monde extérieur. Et la nécessité d'apporter les preuves en science ou en droit oblige à sortir du duel langagier pour donc intégrer une extériorité qui, elle, est neutre. Le champ de la preuve est neutre. Et donc c'est très exactement cette extériorité neutre, objective et arbitrale, que Big Brother doit supprimer pour imposer son arbitraire. Donc on voit que là, pour faire un peu un jeu avec les sonorités, donc l'arbitrage s'oppose à l'arbitraire. Enfin, l'arbitraire s'oppose à l'arbitrage. Donc voilà, quand on parle de Big Brother, on pense tout de suite à la surveillance de la population et aux individus jetés en prison au terme d'une parodie de procès. Mais en fait, c'est bien pire que ça. Puisque donner des preuves donc, est une limite au pouvoir de Big Brother, et une parodie de procès exige malgré tout de fournir au moins des fausses preuves. Mais c'est déjà trop, c'est trop de travail déjà. Big Brother, en fait, son objectif, fondamentalement, c'est de pouvoir envoyer les gens en prison sans même passer par l'administration de fausses preuves. C'est-à-dire qu'administrer les vraies preuves, évidemment, évidemment ça c'est exclu de son point de vue, mais même des preuves truquées, des faux documents, c'est déjà trop. C'est fatigant, parce que voilà, il faut quand même fabriquer des faux documents, quoi. Et puis à un moment ça se voit, quoi. Enfin, je veux dire, des vidéos truquées, tout ça. Maintenant, il y a plein de gens qui peuvent décrypter ça. Enfin bon, la mise en scène des attentats aujourd'hui, il y a Hicham Panamza qui fait ça, qui démonte tout ça très bien. Voilà, et donc il s'agit de déconstruire l'état de droit, tout simplement. Puisque dans un état de droit, il faut passer par le réel, c'est-à-dire et que la volonté arbitraire de Big Brother, c'est-à-dire sa parole autoréférentielle, ne suffit pas. Et il faut que ça suffise. Voilà, c'est le but. Même un procès truqué, c'est encore trop pour Big Brother. On est au-delà des procès truqués, staliniens, etc. Il faut arriver à contourner l'obligation d'apporter des preuves même fabriquées de toutes pièces. Donc arriver à l'arbitraire pur et dur. Et donc juger. Et comment ? Alors comment ? Voilà, c'est la question. Alors il y a donc des gens qui ont inventé des techniques, qui ont inventé une théorie du droit et qui est fondée sur donc la justice prédictive. C'est notamment Alain Bauer et Xavier Hofer qui sont les principaux représentants de ça en France. Et donc, voilà, depuis un certain nombre d'années, ils parlent donc de décèlement précoce, qui permet en fait de déceler la dangerosité potentielle des individus ou des groupes. Donc le décèlement précoce, la justice prédictive, et donc ça s'inscrit dans un nouveau paradigme théorique qui s'appelle la criminologie actuarielle. Cette criminologie actuarielle permet de juger autrui sur la base de délits non pas accomplis, mais qui risqueraient de s'accomplir. Effectivement, et un gros travail est accompli pour... vous comprenez bien que là, c'est une rupture totale avec l'état de droit. Et il faut réussir à faire accepter cette rupture totale de l'état de droit. Alors, Nicolas Bourgoin, qui était un temps relayé sur ER, donc le professeur de démographie, s'est spécialisé un peu sur l'analyse critique de ça. Donc, il avait écrit un article l'an dernier, que je vais vous lire, sur ce sujet-là, intitulé « Justice prédictive et surveillance globale, demain tous suspects ». Donc, je vous lis un extrait. Le paradigme prédictif conduit à élargir le contrôle social qui doit désormais s'exercer non seulement sur les individus réellement délinquants, mais encore sur des sujets sociaux collectifs considérés comme des groupes producteurs de menaces pour la société, dont il s'agit d'évaluer la dangerosité sociale relative au moyen du renseignement préventif, par les techniques biométriques et le fichage à grande échelle, permettant la surveillance administrative de larges fractions de la population et la mise à l'écart, voire l'incarcération, des individus déclarés dangereux. L'importation du principe de précaution dans le domaine pénal conduit ainsi à sanctionner des intentions supposées,
attestée par des indices de comportement suspect, comme la consultation de certains sites Internet, au même titre que l'acte accompli, même en l'absence de commencement d'exécution. Cette justice prédictive conduit à punir quelqu'un pour ce qu'il est, et donc pour ce qu'il pourrait faire, étant donné sa dangerosité supposée, et non pour ce qu'il a fait. Je ne suis pas juriste, mais bon, de ce que je connais du droit, les deux fondements du droit, c'est quoi? C'est l'individualisation de la peine. Hein, on ne peut pas être puni pour quelque chose que quelqu'un d'autre a fait, et la pénalisation de l'acte accompli. Donc là, on est en train on entre, enfin ce que Bauer et Rofer veulent instaurer, normaliser, c'est en fait ça consiste à s'affranchir de ces deux garde-fous, hein, de ces deux contraintes, qui consistent donc premièrement à apporter la preuve que l'acte a été accompli, ce que l'on peut contourner en jugeant sur la base d'un acte qui n'est pas encore accompli, évidemment, mais qui pourrait s'accomplir, qui va certainement s'accomplir. Et donc la possibilité de punir collectivement. Et donc en fait, s'affranchir de ces deux garde-fous nous fait sortir du droit totalement, hein, et nous fait entrer en fait dans le n'importe quoi. On est dans le n'importe quoi ensuite. Donc on est vraiment là aujourd'hui dans un processus de révolution de la justice, hein, qui est bien lancé. Et il faut tout l'enjeu pour Bauer et ses frères de loge consiste à faire accepter cette nouvelle norme des institutions judiciaires, hein, que l'administration de la preuve ne soit plus nécessaire pour enfermer quelqu'un. C'est-à-dire que la justice ne s'applique plus sur la base de faits, mais sur la base d'un calcul de probabilité du passage à l'acte. Donc sur la base d'un discours, hein, d'une parole. Un calcul de probabilité, c'est du sémantique. Je veux dire, c'est des mathématiques, etc., mais c'est une parole. Donc ce calcul des probabilités relèvera d'une expertise, hein, évidemment, ce qui permettra de faire échapper le droit et le processus d'application des sanctions à l'examen populaire, évidemment. Dès lors, tu es coupable, non parce que tu as fait quelque chose, mais parce que je dis que tu vas faire quelque chose. Vous voyez le caractère vraiment machiavélique du mécanisme. C'est-à-dire, en fait, je décide de ta réalité. Et surtout, là, en l'occurrence, une réalité un peu gênante, puisqu'elle peut conduire à une privation de liberté, voire pire. Donc, le fait qu'administrer la preuve de ce que l'on dit devienne superflu est une étape. Hein, c'est-à-dire qu'il faut vraiment parvenir à normaliser l'arbitraire complet. Et donc le rapport de force aussi, hein, puisque à partir du moment où l'extériorité objective finalement est contournée, le recours à l'extériorité objective est contourné, on est dans un rapport de sujet à sujet. Et évidemment, en face, j'aurai une administration qui sera toujours plus forte que moi. Donc là, c'est l'écrasement total de l'individu, c'est la destruction définitive de tout état de droit et l'arbitraire complet qui s'instaure. Au prétexte de quoi? D'une menace permanente. Puisque pour parvenir à faire en sorte que tout soit rabattu dans une parole, donc il faut réussir à dématérialiser le rapport au réel, hein, pour que la réalité soit définie par la parole et non pas par l'examen de faits objectifs. Et pour parvenir à ce que cette référence de la vérité soit dans la parole et non dans l'observation des faits, il y a un chemin, donc ça se fait par étapes. Parce que c'est tellement aberrant, je veux dire, surtout bon, pour ce qui concerne la justice, hein, c'est on ne peut pas fabriquer le consentement des populations comme ça en claquant dans les doigts. Donc, il faut parvenir donc en fait à inverser le mécanisme du droit, hein, et que la parole du juge devienne l'arbitre et crée la culpabilité. Ça revient à ça. Donc juger autrui sans passer, au moins en théorie, par des preuves factuelles, permet d'enfermer le procès dans la parole, et donc dans un rapport de force duel et intersubjectif entre la parole du juge et la parole du jugé. Et pour faire admettre cette involution du droit, ce n'est pas une évolution, là, c'est une involution, une dégénérescence, dans l'esprit de la population et du législateur, il faut une certaine pression psychologique. Pression psychologique qui est donc réalisée par le terrorisme.
Il n'y a que ça en fait. Sinon, bon, si la menace, s'il n'y a pas une menace permanente, s'il n'y a pas une menace potentielle permanente, on ne peut pas, on ne peut pas exercer la pression psychologique suffisante sur la population et sur le législateur pour normaliser le fait que l'on juge en fonction d'une menace potentielle permanente. C'est logique. Enfin, j'enfonce une porte ouverte. Enfin, c'est un peu tautologique ce que je dis là, mais en même temps, bizarrement, parfois, ce sont les évidences, je dirais, les plus banales qui échappent finalement à la conscience. Donc, cette pression, donc c'est en fait au prétexte d'une menace terroriste permanente et diffuse. Et là, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Donc, au prétexte de cette menace terroriste permanente, on va pouvoir attribuer le statut de terroriste par anticipation, terroriste potentiel. Donc, au prétexte d'un potentiel, on va déterminer l'actuel. Et la présomption d'innocence est inversée en présomption de culpabilité. Donc, ce terrorisme, sa véritable source donc, est dans l'État, en fait, enfin, dans les gens qui nous dirigent. C'est comment dire, on en a des preuves. Je veux dire, bon, ce qui s'est passé à Nice, là, par exemple, quand les services de Cazeneuve demandent de détruire les vidéos, etc. Bon, voilà, ils passent leur temps à faire des cachotteries. En outre, bon, comment dire, si on regarde les choses au niveau géopolitique, on a aussi donc des déclarations. François Hollande a dit qu'effectivement, la France livrait des armes aux paramilitaires en Syrie depuis 2012. Techniquement, la France alimente le terrorisme, puisque ensuite, c'est maintenant, je veux dire quelques années plus tard, certains individus qui ont reçu des armes fournies par le gouvernement français, entre autres, américains, israéliens, etc., saoudiens, reviennent en Europe, par exemple, et puis se disent tiens, je vais continuer, c'est une possibilité. En même temps, bon, il faut savoir analyser les choses, puisque ensuite on va nous dire, donc c'est bien la preuve qu'il y a du terrorisme islamiste, du vrai terrorisme. Oui et non, en réalité, puisque effectivement il y a du terrorisme dit islamiste, et dont la logistique est fournie entièrement par des Occidentaux et l'islam wahhabite. Mais si on regarde les choses au niveau géopolitique, dans la mesure où la France veut depuis des années faire tomber Bachar el-Assad en Syrie, techniquement, la France est alliée de Daesh. Voilà, contre Bachar el-Assad en Syrie. On se demande bien pourquoi Daesh nous attaquerait dans ces conditions. Ça n'a aucun sens. Donc oui, il y a du terrorisme islamiste, mais le problème, c'est que c'est pas ce qu'on nous dit à la télé. C'est voilà, c'est forcément, donc sachant que on trouve aussi des déclarations. Alors c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est que du fait que ça traîne en longueur en Syrie, il y a des informations qui ressortent, qui arrivent à la surface, non parce qu'il y aurait des fuites, mais parce que tout simplement, au bout d'un moment, le pouvoir lui-même, Big Brother, est lui-même obligé de dire la vérité, mais en filigrane, sans même s'en rendre compte. Donc là récemment, Cazeneuve a fait une déclaration assez stupéfiante, puisqu'on apprend que Bernard Cazeneuve et ses services connaissent le nombre exact de ressortissants français arrivant en Syrie et en Irak pour y faire le djihad. Qui leur dit, depuis la Syrie et l'Irak, qui fait le compte? Voilà. Donc en fait, après je vais vous lire l'article, c'est dans Le Monde, et c'est tout chaud, ça date du 6 septembre, de cette année. Donc en fait, on apprend dans cet article, dans cette déclaration publique que Cazeneuve a faite et qui a été relayée dans des médias grand public, que Cazeneuve connaît le nombre exact de ressortissants français arrivant en Syrie et en Irak pour y faire le djihad, ainsi que le détail par âge et par sexe, le nombre de morts et le nombre de ceux qui ont simplement envie d'y aller. C'est hallucinant. Mais là, c'est un aveu. En fait, ça prouve simplement que Cazeneuve a une vision panoramique de la situation et que, en fait, en gros, il maîtrise tout, quoi. Évidemment, quand on organise soi-même le trafic, les filières, il vaut mieux être bien informé. Alors, l'article
Ah oui, et puis Cazeneuve, effectivement, annonce une nette diminution des arrivées de djihadistes français en Irak et en Syrie. Donc, en fait, on a la preuve là. Enfin, je vais vous lire l'article et puis après, je ferai un petit commentaire. Donc, les choses intéressantes, voilà, c'est ça. C'est 18 Français arrivant dans les zones de combat en Irak. Voilà. Il y a une nette diminution du nombre de djihadistes français arrivant. Alors, ils ne sont pas de retour, parce que ça, à la limite, on pourrait effectivement, on pourrait comprendre que les services de renseignement intérieur arrivent à calculer le nombre de personnes revenant de Syrie et d'Irak. Non, non. Là, les services de Cazeneuve connaissent le nombre de Français qui arrivent en Syrie et en Irak pour y faire le djihad. Donc, et ce chiffre est en nette diminution. Alors, zut alors. Bon, ça, je me mets à la place de Cazeneuve. C'est quand même gênant. Bon. Alors, il y a une nette diminution du nombre de djihadistes français arrivant dans les zones de combat en Irak et en Syrie au premier semestre 2016. C'est d'une précision par rapport à celui de 2015. Donc, par rapport au premier semestre 2015. Ça veut dire qu'ils ont les chiffres depuis au moins 2015. A annoncé mardi 6 septembre le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. 18 Français ont été dénombrés arrivant sur zone en Syrie et en Irak au premier semestre 2016, contre 69 à la même époque, a dit le ministre lors du colloque annuel des attachés de sécurité en poste dans tous les coins du globe et dépendant de la direction de la coopération internationale de son ministère. C'est 4 fois moins, a souligné le ministre, évoquant une nette diminution. Non mais quand on y pense, ils ont tous les chiffres. Et s'ils ont le sexe, toutes les identités, ça veut dire qu'ils ont même les noms, les prénoms et les adresses. C'est ça que ça veut dire. Cette diminution était expliquée par les récents revers subis par le groupe État islamique. Et manque de bol, la Russie agit. Bon. Et puis l'Iran aussi. Et puis bon, les Syriens évidemment. Cette diminution était expliquée par les récents revers subis par le groupe État islamique dans son fief irako-syrien, mais également par les efforts de la lutte antiterroriste en France et par l'arsenal juridique déployé depuis les attentats. 689 Français sont présents sur le théâtre des opérations. C'est une précision, 689. Hein. Mais qui dit à Bernard Cazeneuve ou à ses services, qui fait les listes? Qui je veux savoir. Si ce sont des agents de services de renseignement français, à ce moment-là, ça veut dire qu'on a des gens infiltrés chez Daesh. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'il faut reconstituer ensuite tout l'implicite, hein, au niveau des méthodes de travail. Donc, 689 Français sont présents sur le théâtre des opérations, a dit aussi M. Cazeneuve. Donc, chez Daesh, en Syrie, en Irak, on a 689 Français. Et on le sait. Bernard Cazeneuve, à Paris, Place Beauvau, le sait. Il sait il a le nombre exact de gens qui sont en Syrie et en Irak aujourd'hui. Dont 275 femmes et 17 mineurs combattants, selon les chiffres des services de son ministère. C'est comment dire ça, un peu en creux, on apprend en fait comment travaillent réellement les renseignements français. C'est-à-dire qu'ils ont des gens sur place, forcément. Selon ces services, 195 Français sont par ailleurs présumés morts sur zone, plus de 180 en transit, hein, en voyage. Ça veut dire qu'ils peuvent les suivre en temps réel. C'est ça que ça veut dire. Et le ministère dénombre plus de 900 velléitaires. C'est-à-dire des gens probablement qui sont encore en France et qui se posent la question, est-ce que j'y vais pas, et voilà. Et toujours selon les chiffres des services de M. Cazeneuve, outre la diminution des arrivées sur zone en Syrie et en Irak, hein, donc voilà, c'est toujours pareil, et c'est pas les retours là. Hein. Il y a un tassement des retours maintenant détectés sur le territoire, 12 au premier semestre 2016 contre 25 au semestre précédent. Voilà, donc en fait, en réalité, ils connaissent toute la situation. Ils ont une vision panoramique, détaillée, hein, et qui va jusqu'à connaître les intentions, puisqu'on parle des velléitaires, hein, et ceux qui se tâtent encore. Est-ce que je vais construire le grand Israël ou pas? Alors, les services de M. Cazeneuve, qu'est-ce qu'il disait à propos du djihad en 2014 ? Alors, c'est une information qui est sortie, qui a été un peu déformée, malheureusement, puisque après, il y a des gens qui ont dit oui, que Cazeneuve avait dit ça. En fait, ce n'est pas Cazeneuve directement qui a dit ça. Ce que je vais vous lire, ce sont ses services. Hein, c'est-à-dire qu'en 2014, il y a un livre appelant au djihad était diffusé dans les magasins, dans les grandes surfaces.
Alors, je vous lis là un article, un extrait. À l'occasion du Ramadan, la large diffusion en France d'un livre intitulé « La voix du musulman » fait polémique. Prônant la lutte armée contre les ennemis de l'islam, il fait l'objet de pétitions réclamant son interdiction. Saisi, le ministère de l'Intérieur indique à Metro News qu'il ne peut toutefois pas le retirer de la vente. Ah bah zut alors. Le ministère de l'Intérieur nous confirme avoir été alerté au sujet de ce livre salafiste aux propos radicaux. Mais bien que la polémique intervienne en plein plan anti-djihad, les services de Bernard Cazeneuve assurent qu'ils ne peuvent rien faire. On ne peut pas interdire des livres dès qu'ils sont choquants. Ça, je cite les services de Bernard Cazeneuve. S'il n'y a pas d'appel à la haine ou d'apologie au terrorisme, on ne peut pas l'interdire. Ce n'est pas un délit de prôner le djihad. Ah bon? Ce n'est pas pénalement répréhensible, affirme-t-on au cabinet du ministre, tout en assurant mener une expertise juridique pour s'en assurer, quand même. Voilà. Bon, donc là, on voit bien, en fait, c'est pas moi qui le dis, je veux dire, c'est les services de Bernard Cazeneuve qui, en fait, tout simplement soutiennent la propagande djihadiste. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on en a besoin pour envoyer des petits jeunes se faire exterminer en Syrie. Voilà. Et puis, si possible, quand ils reviennent, effectivement, les guider, etc., pour entretenir une pression psychologique sur la population. Il y a plusieurs méthodes, en fait. Il y a l'attentat sous faux drapeau, et puis, bon, ce qu'on voit de plus en plus, c'est le laisser-faire. Le laisser-faire, bon, c'est par exemple ce qu'on a eu à l'église de Saint-Étienne du Rouvray. Parce qu'il faut savoir que quelques jours avant l'attentat, les services de renseignement marocains et turcs avaient prévenu leurs homologues français de l'imminence d'un passage à l'acte des deux gars là, avec les noms et les photos. Bon, bah voilà, il ne s'est rien passé. Pourtant, il y en avait un qui avait un bracelet électronique, etc., etc. Donc là, bon, on est vraiment dans le laisser-faire. Ce matin, c'est dans une église de cette petite commune située près de Rouen que la prise d'otage a eu lieu en pleine messe. Les deux assaillants ont été abattus. Et puis quel échec dans l'organisation du système, avec un individu quand même condamné sous bracelet électronique avec autorisation de sortir entre 9h et midi. C'est évident, sachant que, comme je vous le disais dans l'article précédent, les services de M. Cazeneuve ont tous les chiffres et sont capables de suivre en direct, en temps réel, le déplacement des individus en transit. Voilà. Donc, si aujourd'hui il arrive quoi que ce soit, c'est qu'ils l'auront voulu, tout simplement. Là-dessus, il faut rajouter en plus les faux drapeaux, évidemment. Les faux drapeaux, par exemple, les bonbonnes de gaz, là, puisque manifestement, un témoin oculaire a vu un homme sortir de la voiture, et pas 3 femmes, voilées. Donc ce que disent les médias, là, pour le coup, là, on est dans la légende, au sens des renseignements. On invente une histoire sur les coupables. Donc, si on met bout à bout, donc, les attentats sous faux drapeau, qui sont des pures mises en scène à partir de rien, plus le laisser-faire, on arrive à la situation actuelle. C'est-à-dire à une situation donc, de risque terroriste permanent et qui peut donc justifier des mesures par anticipation et ensuite des mesures collectives. Donc là, on se dirige progressivement vers ce que j'ai appelé donc l'israélo-formation. Et puis en fait, j'ai rien inventé. Enfin bon, j'avais ça en tête depuis quelques mois. Et finalement, les événements, enfin la réalité s'est chargée de me donner raison, puisque qu'est-ce qu'on voit depuis quelques semaines? On a vu Hervé Morin, Éric Ciotti, Christian Estrosi, Marc Trévidic et Éric Zemmour dire qu'il va falloir israéliser la sécurité en France. Et et là, bon, la dernière intervention de Zemmour, donc, c'est carrément, voilà, en fait, les militaires français s'inspirent, prennent conseil auprès des militaires israéliens pour mener une opération qui s'appelle dans le nom de code et RONCE. On confine l'armée dans un rôle scandaleux de gardiennage, de protection des édifices religieux, etc. Mais l'état-major de l'armée sait qu'un jour viendra où il devra reconquérir ces terres devenues étrangères sur notre propre sol. Le plan est déjà dans les cartons. Il a pour nom Opération RONCE. Il a été mis au point avec l'aide des spécialistes de l'armée israélienne. Quelles sont vos sources ?
quelqu'un très proche de l'état-major. Et qui en fait va progressivement transformer la France en l'équivalent en fait du territoire israélien, quoi. C'est-à-dire en fait avec des checkpoints et tout ça. Donc en fait, israélo-formé, le terrorisme d'État, par exemple, dans les années 70-80, utilisait l'extrême gauche et l'extrême droite. Aujourd'hui, il gouverne en fait. C'est-à-dire que, en gros, la stratégie de l'OTAN, la stratégie de la tension de l'OTAN, alors faisait faire des attentats par des groupes d'extrême droite en les attribuant à des groupes d'extrême gauche, ou alors laisser faire du terrorisme d'extrême gauche, etc., etc. Bon, c'est tout un micmac qui ressemble un peu à ce qu'on a aujourd'hui, hein, un mixte de faux drapeaux et de laisser faire. Un laisser-faire en fait qui peut se réaliser par la mise en place, on pourrait dire, de souricières. Hein, c'est-à-dire en fait on ouvre des portes, on enferme d'autres, et l'individu est guidé comme ça, hein, au fur et à mesure du temps qui passe, dans des possibilités existentielles. Certaines s'ouvrent, d'autres se ferment. Donc l'israélo-formation, donc c'est gouverné par le terrorisme islamiste. Ça revient à ça, par la menace islamiste, quoi. Puisqu'en fait, sans terrorisme islamiste, il n'y a plus de raison d'israéliser la sécurité. Voilà. Donc c'est un peu la technique d'ingénierie sociale, hein, du pompier pyromane. On crée le problème et puis on apporte la solution. Donc c'est une mise à jour de la stratégie de la tension atlantiste de l'OTAN. Et sachant que l'OTAN n'est certainement pas non plus pour rien dans ce qui se passe. Je trouve que si on fait une morphologie de l'attentat, hein, une phénoménologie des attentats, pour moi, le 13 novembre, ça porte beaucoup plus les signes extérieurs de l'OTAN que du Mossad, par exemple. Bon, parce qu'il y a des éléments de satanisme, etc. Bon, et ça, c'est quand même beaucoup plus l'OTAN qui est branché là-dessus que les Israéliens qui sont plus sur l'islamophobie primaire, etc. Donc cette israélo-formation, hein, donc c'est ce terrorisme d'État, est d'abord testé sur les Palestiniens et les Israéliens, puis transposé en Amérique du Nord, hein, en Europe et au monde entier, hein, comme le montre le documentaire The Lab de Yotam Feldman. Group B, Romania, Angola, Peru and the US, with this lovely officer over here. Group C, Canada, Germany, Cyprus, Turkey, Greece and Egypt, with this lovely officer over here. The Netherlands, Italy, Serbia, Switzerland, Brazil, Argentina, China. Militaires, policiers et les divers corps chargés du maintien de l'ordre d'une douzaine de pays viennent à présent en Israël acheter des armes. Je veux aborder un point à propos de Gaza, à propos de notre présence au Liban ou de nos présences futures dans d'autres endroits. Puisque nous voulons préserver un équilibre, nous devons mettre la punition au centre de notre stratégie. La punition offre une marge de manœuvre. On leur colle une claque une fois, deux fois ou trois fois, par devant ou par derrière. Faut-il frapper leurs biens ou les leaders? Mais l'objectif principal de nos forces est de tuer l'ennemi. Avant d'entrer en contact avec lui, pendant le contact et ensuite quand il se replie. C'est le plus important. La quantité est plus importante que la qualité. Une des erreurs de l'armée est de discuter individuellement chaque cas. Est-ce qu'un tel mérite la mort ou non? Entre nous, dès leur naissance, la plupart de ces gars sont destinés à mourir. Puisque le complexe militaro-industriel israélien enregistre des bénéfices importants, hein, grâce à l'insécurité entretenue, et qu'il n'a donc aucun intérêt à la paix ni à la sécurité, que ce soit sur son territoire ou au niveau mondial. Hein, d'autant plus qu'il se rend ainsi propriétaire des grands axes du système de surveillance occidentale, fondé sur la traçabilité électronique et vidéo,
Le contrôle des entrées et des sorties, ça c'est essentiel, hein, avec les portiques détecteurs de métaux, tous ces trucs-là. Donc des checkpoints partout. Et l'extraction de données, hein, le data mining, pour anticiper nos comportements. Donc la sécurité, entre guillemets, hein, évidemment, de plusieurs aéroports hein, concernés dans divers attentats islamistes hein, était entre les mains d'une entreprise israélienne qui s'appelle ICTS, c'est l'acronyme. C'est en anglais International Consultant on Targeted Security, qui a été fondée en 1982 par des membres des services secrets israéliens. Et qui donc ont assuré la sécurité, ou plutôt l'insécurité, de au moins 3 aéroports hein, concernés dans des attentats. Donc sur les 4 aéroports du 11 septembre, il y en a un qui était donc sécurisé entre guillemets par ICTS, au moins un. Il y a eu aussi, et puis donc l'aéroport de Bruxelles là, cette année, Zaventem, qui était censé être sécurisé par cette entreprise. Donc, gouverner par le chaos, hein, conformément à la doctrine Ordo ab Chaos, consiste à plonger volontairement la société dans l'insécurité, à organiser ou à laisser faire des attentats, hein, donc à orchestrer des tensions entre les composantes du système. Ce qui revient à faire monter la méfiance entre les sous-ensembles, ou les groupes identitaires, communautaires, religieux, etc. Donc faire monter la méfiance entre les sous-ensembles de tel ensemble, hein, la France par exemple, pour que ce dernier dysfonctionne et commence à se disloquer. Et à ce moment-là, quand on a créé le problème, on apporte la solution. Donc si l'on prend comme échelle d'observation là, le monde entier, cela donne le fameux choc des civilisations, dont on voit l'application en France, où le pouvoir d'obédience judéo-maçonnique déploie de gros efforts hein, pour lancer une guerre de basse intensité islamo-chrétienne. Et là, tous les concepts de l'ingénierie sociale sont appliqués, puisqu'il s'agit d'un conflit triangulé, entretenu artificiellement, mais simulant la spontanéité. Ça porte un nom, ça s'appelle le Lastro-Turfing. En fait, bon, c'est un nom comme ça. En intelligence économique, c'est le terme qui s'est diffusé. En fait, c'est la simulation. Par exemple, c'est le fait de payer des sondages pour donner l'illusion que les gens pensent quelque chose. Voilà, donc c'est absolument essentiel. C'est la simulation de la spontanéité. Et donc, un conflit triangulé, donc simulant la spontanéité, fondé sur l'usurpation de l'identité de la victime, permettant d'abuser de la confiance, là en l'occurrence des chrétiens et des musulmans, pour les dresser les uns contre les autres, en bourreaux mutuels. Et avec comme hameçon, hein, comme pour le phishing, la promesse d'une hégémonie identitaire conquise ou reconquise. Conquise pour les musulmans, hein, il y a aussi du prosélytisme de ce côté-là, frères musulmans, wahhabisme, ou reconquise du côté des identitaires un peu nerveux qui veulent faire la reconquista et qui parfois ne comprennent pas que s'il y a reconquista, ce sera de toute façon de manière pacifique, parce que c'est pas possible autrement. À partir du moment où ça part en guerre civile, c'est terminé. Il n'y a plus ni conquête ni reconquête. C'est terminé. C'est pour ça que bon, si ça part en guerre civile, en fait, les chrétiens et les musulmans seront les dindons de la farce, ni plus ni moins. Et il n'y aura ni conquête islamique de la France, ni reconquête chrétienne de la France. Aucun des deux. Et donc, c'est pour ça. Alors, les deux figures historiques de Big Brother aujourd'hui donc sont la personnalité autoritaire. Hein, alors ça, c'est un concept de l'école de Francfort. J'en avais un petit peu parlé dans une conférence à Lille. Donc la personnalité autoritaire, bon, voilà, on voit tout de suite ce que ça veut dire. Hein. C'est qui était rendu coupable par l'école de Francfort du fascisme, du nazisme et du stalinisme, etc. En gros, c'est tous les systèmes de société qui reposent sur l'autorité et voire le totalitarisme, la dictature, tout, voilà. Mais aujourd'hui, Big Brother a inventé il s'est inventé à lui-même un deuxième visage que j'appelle moi la personnalité compassionnelle.
Et il joue sur les deux tableaux, sur les deux visages. Il change de masque un peu comme si on était au théâtre grec là, ou italien. Et d'ailleurs, personnalité, ça vient de persona, et persona, c'est le masque, racine étymologique. Donc, la personnalité autoritaire et la personnalité compassionnelle travaillent en système, travaillent en synergie ensemble. Et donc, le Big Brother utilise l'un et l'autre alternativement. Mais dans le même but. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, il utilise deux visages, deux masques qui se distinguent donc sur la forme, mais qui ne se distinguent pas sur le fond. Et le fond, c'est quoi ? C'est toujours la même chose. C'est en finir avec l'incertitude, supprimer toute forme d'incertitude. Ce qui signifie rationaliser tout l'environnement. Donc surveiller, modéliser, calculer le globe terrestre pour programmer et automatiser le globe terrestre et surtout anticiper sur toutes les menaces possibles. Donc c'est l'agenda 21, les villes intelligentes, smart cities, etc. Donc comme c'est impossible avec le monde réel, un stratagème a été trouvé qui consiste à stériliser le globe terrestre pour le remplacer par une copie dont on peut définir tous les paramètres en amont. Et ça, c'est aussi le principe, ça donne la postmodernité, le postmodernisme, c'est-à-dire on remplace l'original par la copie. Toujours un peu dégradé, toujours plus dégradé d'ailleurs. Ce qui revient en fait à remplacer un réel incontrôlable par une réalité virtuelle, plastique et façonnable. Aussi, donc on est dans une guerre au réel, c'est ça en fait l'enjeu. Donc tout ce qui tourne autour du transhumanisme dérive de ça, évidemment. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça donne comme type de société à la fin ? On en arrive à une situation où finalement on se dirige vers une espèce de village mondial des robots, c'est-à-dire la ville intelligente mondiale. Mais avant ça, on passe par une première phase de déconstruction, et on passe par le bidonville mondial, peuplé de zombies, quoi. C'est la jungle de Calais, quoi, qui doit être étendue. Donc, et avec donc, la Gay Pride qui circule entre les tas d'ordures et de cadavres, protégés par une armée de Robocop. C'est l'Homo Festivus à la prison d'Abu Ghraib, tout ça. Donc, pour cela, pour arriver à mettre en place ce monde qui n'en est pas un, en fait, c'est l'enfer sur Terre, quoi. Donc, il faut prendre le contrôle des émotions pour faire passer la pilule, etc. Et donc on peut se demander quand même qu'est-ce qui a poussé Big Brother à rajouter une dimension, à rajouter en fait le visage de la personnalité compassionnelle, c'est-à-dire le visage en larmes, puisque aujourd'hui c'est ça, c'est-à-dire qu'on nous cogne, on nous tape, on nous frappe en se plaignant Big Brother nous frappe en pleurant qu'on lui fait mal. C'est nous les coupables. Donc quand on regarde les choses au prisme de la cybernétique, tout s'éclaire. Et c'est-à-dire que là, en fait, je suis tombé sur quelque chose de très intéressant, donc, dont je parlais un petit peu en introduction. C'est le concept donc, de VUCA, V-U-C-A. Donc il y a un article très intéressant. Alors bon, ça ça fait quelque temps que je savais, que j'avais entendu parler de ça, dans tout ce qui est théorie du management et toutes ces choses-là. Et en fait, je ne savais pas d'où ça venait. J'avais laissé ça un peu sous le coude. Et puis récemment, donc en faisant quelques recherches, je tombe sur un article de Richard Labévière. Donc Richard Labévière, qui est donc rédacteur en chef de plusieurs médias, notamment RFI, et qui a été limogé de son poste de rédacteur en chef à RFI par Christine Ockrent et Bernard Kouchner quand il était au Quai d'Orsay. Mais bon, c'est une pointure, c'est un type qui est un vrai professionnel des questions surtout de relations internationales et de défense. Et donc il a écrit un article qui est une parfaite introduction à ce que c'est que le monde VUCA, V-U-C-A. Donc je vais vous lire un extrait. Donc, dans les amphithéâtres de l'US Army War College de Carlisle en Pennsylvanie, des professeurs de stratégie militaire commençaient à populariser un nouveau concept en 4 lettres pour résumer le monde. Donc VUCA pour volatilité, uncertainty, incertitude, complexité, ambiguïté. Dans le monde de la fin des années 90, ces experts nous expliquaient que toute espèce de projet d'action était devenue volatile. Par conséquent, chaque option stratégique était appelée à changer extrêmement rapidement. La visibilité à moyen terme n'étant pas seulement devenue incertaine, mais proprement impossible, la complexité des interactions, des facteurs d'influence et des acteurs devenait la norme, l'ambiguïté était la règle, etc., etc.
Donc, et en fait, ça s'appuie sur une loi de cybernétique. Donc, c'est la loi de la variété requise, développée par Ashby en 1956, stipule que seule la variété peut répondre à la variété. En d'autres termes, plus une personne ou un système génère et active sa diversité, plus elle est capable de s'adapter aux changements provenant de son environnement et d'assurer son existence. Appliquée à VUCA, cette loi nous enseigne que seul VUCA sait répondre à VUCA. Autrement dit, répondre au chaos suppose d'augmenter le chaos, en fait. Ça revient à ça. Donc la cybernétique et sa loi de variété requise formulée par William Ross Ashby constituent vraiment le point de départ contemporain de la méthode dite du chaos contrôlé, qui est vraiment... alors là, il y a très peu de sources là-dessus. En fait, les meilleures sources sont indirectes parce que je les ai trouvées chez des théoriciens russes, enfin du Kremlin, tout ça, qui en fait étudient leurs collègues américains quoi, en face, et qui effectivement dénoncent, enfin s'inquiètent du fait que vraiment la méthode à la mode, depuis 20 ans aux États-Unis, pour penser la géopolitique, c'est la méthode VUCA, qui consiste à rajouter du chaos au chaos, c'est-à-dire de la volatilité, de l'incertitude, etc., etc. Et donc, cependant, afin de ne pas perdre totalement le contrôle de la situation, évidemment, un autre principe de cybernétique doit être ajouté, c'est le calcul du choc en retour, évidemment, le feedback ou le blowback. C'est-à-dire que pour que le chaos provoqué dans le système ne se transmette pas à l'opérateur, l'augmentation volontaire des facteurs VUCA doit être découplée, c'est-à-dire ou filtrée ou mitigée. Il est possible de faire corps avec le chaos que l'on provoque, mais au-delà d'un certain seuil, c'est l'opérateur lui-même qui est mis en danger, ainsi que l'opération. Donc il faut mettre en place ce qu'on appelle aussi un double standard. Donc la méthode VUCA est un chaos provoqué, dirigé, planifié, contrôlé. C'est-à-dire que, en gros, ce que je provoque ne va pas m'affecter en retour parce qu'il y a une sorte de vitre entre moi et l'opération et l'expérience dont je fais le test. Et là, je vais finir mon exposé sur une citation de la Bévière. Donc je reprends la citation de son article. Les experts militaires américains, qui donnent le là en matière de guerre contre la terreur, depuis 14 ans, l'ont dit, redit et écrit, il ne s'agit nullement d'éradiquer le terrorisme, d'en neutraliser définitivement les protagonistes, de casser définitivement ses aspirateurs et d'en assécher les financements. Non, pas du tout. L'objectif principal est de gérer son développement, de gérer le développement du terrorisme, de gérer ses mutations et l'évolution de sa cartographie, afin d'accompagner la reconfiguration, la modernisation et la diversification de l'hégémonie stratégique, économique et politique des États-Unis et de leurs alliés. Dans le meilleur des mondes VUCA possible, Daesh, Al-Qaïda, Al-Nosra et les autres ne peuvent et ne doivent pas être éradiqués parce qu'ils sont absolument nécessaires à la reconfiguration permanente du sens, de la joie et des profits des nouveaux chefs militaires, économiques et politiques du monde, occidentaux, évidemment. Et accessoirement des pétromonarchies wahhabites, accessoirement. Sur le plan intérieur, donc les recettes VUCA servent tout aussi bien à déconstruire les frontières nationales, le droit du travail, et toute autre loi garante du contrat social des vieilles républiques pour nous convertir aux fluidités multiples d'une mondialisation heureuse où tout devient possible et principalement le retour à l'état de nature où règne en définitive la loi du plus fort, c'est-à-dire l'arbitraire de la parole la plus forte. Donc ce que je disais au début, la justice prédictive. Lorsque notre ami Alain Jox souligne à juste titre que les États-Unis ont régulièrement perdu les guerres asymétriques qu'ils ont déclenchées depuis la fin de la guerre froide, il n'en tire pourtant pas la conclusion ultime. Ces défaites apparentes sont en réalité des victoires inestimables pour les stratèges du Pentagone, de Tel Aviv, de Wall Street, de la City et de Bruxelles. D'un état de guerre non conventionnel, les délices du monde VUCA nous embarquent dans celui d'une guerre asymétrique généralisée, permanente et nécessaire. Fin de citation. Donc aujourd'hui, le djihadisme est un outil, ça c'est moi mon commentaire final, et ensuite j'arrête. Le djihadisme est un outil occidental de changement social, ni plus ni moins. C'est du management. C'est du management par le stress. Ça existe, officiellement. Donc le djihadisme est un outil occidental de changement social, donc d'ingénierie sociale, à fonction géopolitique tout autant que domestique.
la stratégie de l'attention classique, qui poursuivait un objectif limité, en fait, est dépassée. Les militaires en sont aujourd'hui à s'appuyer sur le terrorisme pour façonner un monde complet par la terreur et le chaos, et sans limite de temps prévu. Autrement dit, le terrorisme est aujourd'hui essentiel au système occidental qui s'effondrerait sans lui.